C'est vieux, c'est une vieille histoire, ça date d'il y a 40 ans. Quand j'étais revenu de Chine, j'avais 20 ans, et j'étais passé en avion au-dessus de la Nouvelle-Guinée, et supposé être l'île la plus chaude du monde. Et là, en regardant par le hublot, j'avais vu des glaciers, des superbes sommets, des montagnes, et je dois dire que ça m'avait interloqué, et j'y avais pensé quand j'étais revenu. Et après, j'ai rencontré Bernard Domenech, qui était un alpiniste, un guide de montagne, alpiniste, mais aussi un géographe, qui s'intéressait à tous les sommets de la planète, et qui m'avait dit qu'effectivement, bon, on se trouve en Nouvelle-Guinée le plus haut sommet du continent océanien. Alors à l'époque, il faisait plus de 5000. Bon, aujourd'hui, soi-disant, il a été rabaissé, il ne fait plus que 4900 et des poussières. Mais bon, c'était le point culminant, et puis on s'était renseigné, et ce sommet n'avait jamais été fait par des Français. Il avait été gravi pour la première fois par l'alpiniste autrichien bien connu, le célèbre Heinrich Harrer, en 1963. Lequel a d'ailleurs écrit un livre. Heinrich Harrer a écrit 2 livres. Il a écrit le livre 7 ans d'aventure au Tibet, bien sûr, et puis il a écrit un autre livre après sa première ascension du point culminant de l'Océanie, le mont Carstens, qui s'appelle « Je reviens de l'âge de la pierre », donc qui est le second livre qu'il a écrit. Et donc il raconte, Heinrich Harrer racontait son histoire en Nouvelle-Guinée, sa vie avec les Papous, les tribus encore primitives qui étaient là-bas. Donc, bon, évidemment, aussi bien ces montagnes, ces glaciers qui sous l'île la plus chaude de la planète, qui est la Nouvelle-Guinée, et puis cette histoire de ce sommet qui n'a été gravi qu'en 1963, c'est-à-dire 10 ans après l'Everest. Il y a toute une histoire qui nous a fascinés, et on a décidé d'essayer de tenter la première du mont Carstens. Alors on appelle ce mont Carstens, il a différentes appellations. À la limite, la plus authentique, ce serait celle des Papous. Les tribus Moni l'appellent Dungu Dungu. Bon, et puis les Indonésiens, eux, l'appellent Puncak Jaya, et puis d'autres l'appellent Namangkawe, enfin bref. Mais d'une manière générale, les Européens l'appellent le mont Carstens. Pourquoi? Parce que c'est le nom du premier navigateur qui, en croisant dans le détroit de Torres au XVIIe siècle, a aperçu ces neiges et qui avait été ébloui par ces neiges sous l'équateur en Nouvelle-Guinée. Puis quand il était revenu en Hollande, il avait dit « j'ai aperçu des glaciers en Nouvelle-Guinée ». Mais à l'époque, ses contemporains avaient cru qu'il divaguait, qu'il était fou, parce que c'était impossible qu'il y ait des neiges comme ça sous l'équateur. Donc Bernard et moi, on décide à l'automne 78 d'essayer de gravir ce mont Carstens, Puncak Jaya, et on entre en relation avec un alpiniste anglais qui lui aussi avait la même ambition, Peter Boardman, avec à l'époque sa fiancée qui est devenue après sa femme, Hilary. Donc on décide d'aller là-bas. Les Anglais partent avant nous, comme toujours d'ailleurs. Les Français sont toujours les Anglais qui passent devant. Mais enfin bon, c'est comme ça. Mais enfin, nos relations étaient bonnes avec Peter Boardman, lequel malheureusement est mort 3 ans après à l'Everest. Donc nous partons, mais c'était excessivement compliqué. D'ailleurs, ni les Anglais ni nous n'avions l'autorisation d'aller gravir ce sommet. On avait essayé plusieurs fois, par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Jakarta, d'obtenir des autorisations d'aller gravir le mont Carstens. Mais à l'époque, et c'est toujours d'ailleurs, à l'époque, c'était la guerre entre les Papous et les Indonésiens. En raison du fait, c'est compliqué, mais l'Irian Jaya, c'est-à-dire la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée, avait été rattachée dans les années 60 à l'Indonésie,
Et évidemment, ça se passait mal entre les Indonésiens qui étaient au fond les nouveaux coloniaux qui avaient été substitués aux Hollandais, mais donc les nouveaux colonisateurs de ce territoire. Ça se passait très mal entre eux et les Papous, et donc une guerre s'était déclarée, et notamment sur les montagnes. Donc les tribus des montagnes, les tribus Moni, Dani, Ouman Jalal, étaient en guerre contre les Indonésiens. Évidemment, donc, l'administration indonésienne, puisque l'Irian Jaya donc, était placée sous le contrôle des militaires. Bon, évidemment, les militaires n'autorisaient aucune expédition, n'autorisaient plus aucune expédition. Les derniers à être allés là-bas, ça avait été Messner, puis l'anglais Sherwood, et puis l'allemand Hubert. Et donc, depuis, et ça c'était les années 1974, nous étions en 1978, plus personne n'était allé là-bas parce que il n'y avait plus d'autorisation possible. Donc, on part malgré tout, et puis on essaye de se dire qu'on va procéder par petites étapes, au lieu de demander une autorisation pour gravir le sommet immédiate, on va essayer de passer en touriste pour aller jusqu'à Irian Jaya, jusqu'à Jayapura qui est la capitale, et puis après de voir si on peut passer par l'intermédiaire des missionnaires. Il y avait des missionnaires, alors à la fois des missionnaires, il y avait des missionnaires catholiques, des missionnaires protestants, des missionnaires musulmans, qui avaient des petits avions qui permettaient d'aller dans les montagnes. Bon, donc on réussit à aller jusqu'à Jayapura, la capitale, et puis là on a réussi à passer, c'est compliqué, mais ça a duré, c'était excessivement long, et on a réussi à passer entre les mailles du filet, et on a réussi à convaincre les missions protestantes de nous emmener jusqu'en territoire Moni, un village qui se situe, qui s'appelle Bilogai, qui se situe pas très loin du mont Carstens et sur lequel il y avait une petite piste d'atterrissage. Donc on est parti dans un petit avion, un Cessna, avec un pilote protestant qui a accepté de nous trimballer là-bas, bien que nous n'ayons aucune autorisation, en disant ben, c'est à vos risques et périls. Si jamais l'armée indonésienne vous met la main dessus, vous risquez la prison. Voilà. Donc bon, heureusement on arrive là-bas. Et les Indonésiens, il n'y avait plus d'administration indonésienne dans ce village de Bilogai. Ils étaient partis parce qu'ils avaient peur en raison justement de la révolte Papou. Alors après, donc on a réussi donc à se poser là. Les Anglais étaient passés 2 jours avant nous, Peter Boardman et Hillary. Nous, bon, on a essayé de les rattraper, donc on a embauché des porteurs, et puis, bon, évidemment, des gens qui vivaient, pour certains, encore qui n'avaient jamais vu d'allumettes, qui n'avaient jamais vu de tentes, qui, à plus forte raison, de réchaud, voire même d'hommes blancs. Mais à notre égard, enfin bon... Vous savez qu'il y avait des cas de cannibalisme encore en Nouvelle-Guinée, mais pas là-haut sur les montagnes. Ces gens-là nous ont très bien accueillis et finalement ils nous ont assuré notre sécurité. Ils nous ont porté nos sacs pendant une dizaine de jours pour atteindre le pied du Carstens. Et là donc au pied du Carstens, on a retrouvé les Anglais. On a réussi à faire des courses de neige un peu avec eux, mais les Anglais étaient arrivés avant nous et ils avaient réussi la première de la face sud du mont Carstens. Et nous, après, une fois qu'ils sont partis, on a fait une directe dans la face nord du Carstens, une directe rocheuse. Alors même que nos porteurs, eux, étaient partis se ressourcer dans la vallée, étaient supposés revenir. Donc, bon, ça a duré environ, notre séjour là-bas sur les montagnes a duré 10 jours, parce que c'était un peu compliqué, étant donné que les porteurs n'avaient rien à manger.
ils étaient partis, leur vivre de course c'était des patates douces, donc ils n'avaient pas suffisamment, bon, ils avaient presque 10 kilos de patates douces, donc il leur restait pas grand chose comme poids qu'ils pouvaient nous porter, donc on n'a pas pu prendre de tente pour eux, on n'a pas pu, bref, c'était compliqué. Ils sont repartis et ils sont revenus après nous chercher 10 jours après. Alors c'était difficile de communiquer avec eux, bien sûr, parce que bah, ils parlaient pas français, bien sûr. Il n'y avait que le chef des porteurs qui était catéchisé, lui, et qui parlait un petit peu anglais, et avec lequel on arrivait à communiquer. Mais les autres, c'était excessivement compliqué, d'autant que la Nouvelle-Guinée, c'est une mosaïque de peuples. Il y a 1000 ethnies, il y a 1000 langues vernaculaires. Quand vous passez du territoire des Moni au territoire des Dani, eh bien, bah, c'est plus la même langue, c'est plus la même culture, bien qu'ils portent tous dans les montagnes un étui pénien, c'est-à-dire une longue coloquinte au-dessus de... voilà. Mais si vous voulez, c'est un pays, un territoire qui était excessivement intéressant parce que vous avez chaque tribu a sa propre culture, a son propre langage, etc. Sauf que, bon, bah, c'est extrêmement compliqué de connaître les Papous, leur culture, leur vie, parce qu'il faut connaître leur langue. Et connaître leur langue, ça aurait supposé de vivre au moins 2-3 ans avec les Papous. Donc, c'était pas en un mois qu'on avait le temps d'apprendre leur langue, de mieux les connaître, etc. D'ailleurs, est-ce que personne ne s'y est jamais intéressé à ces pauvres Papous? Aujourd'hui, ils continuent à être assassinés, décimés, parce que les Indonésiens estiment qu'ils sont désormais chez eux et que, bon, ils dénient le droit de, finalement, un peu de vivre à ces tribus qui restent sans doute les plus, j'oserais dire les plus sauvages, mais disons les moins détruites, la culture primitive la moins détruite encore de la planète, encore que je parle d'une époque d'il y a 40 ans. Je ne sais pas maintenant ce qu'il en est, je sais pas ce qu'il reste, si les Papous des montagnes continuent à vivre avec des étuis péniens, s'ils continuent à chasser avec des arcs et des flèches. Que reste-t-il de la culture papou aujourd'hui? J'en sais rien. Le fait est, c'est que il reste peu de choses des neiges parce qu'il y avait des superbes glaciers quand on y est allé, les glaciers équatoriaux encore. On a fait des courses de neige d'ailleurs. Mais il paraît qu'aujourd'hui, j'y suis plus retourné, mais il paraît qu'aujourd'hui ces neiges ont quasiment disparu. Bon, il n'y a plus de glaciers. Il arrive qu'il neige encore de temps en temps sur les sommets au-dessus de 4500 mètres, mais il n'y a plus de glaciers, un peu comme le mont Toubkal au Maroc où les glaciers ont disparu. Sinon, j'ai un petit mot sur la voie quand même. Oui, alors, oui, bien sûr, parce que bon, la Nouvelle-Guinée, les montagnes, si vous voulez, elles sont, si tu veux, elles sont les mêmes partout, c'est-à-dire c'est du rocher, des glaciers, etc. Bon, sauf que là, maintenant, il n'y a plus de glaciers. Et donc, le reste était tellement intéressant, la culture autour, les Papous, la vie avec les Papous, qu'on a tendance à oublier qu'on a fait aussi de belles ascensions, une très belle ascension. On a fait une superbe arête de neige, avec une vue merveilleuse. Ce jour-là, on voyait la mer d'Arafura, la jungle en dessous, etc. Ça, c'était magnifique. On en a fait d'autres, on a fait quelques ascensions rocheuses aussi, mais on a surtout fait une première directe dans la face nord du Carstens. Alors, c'est intéressant parce que, bon, Messner avait comparé le rocher là-bas, enfin les parois rocheuses aux Dolomites. Et c'est vrai que ça ressemble aux Dolomites, c'est du calcaire, sauf que c'est de l'excellent calcaire, étant donné qu'il neige et puis ça ruisselle tous les jours, donc c'est une sorte de cannelure. Il n'y a quasiment pas de fissures, mais on grimpe dans des cannelures et on pouvait se protéger avec, à l'époque, les frianes n'existaient pas, c'était des cloques, des coinceurs, donc on coinçait des gros coinceurs dans les cannelures.
Et ça, c'est bien, c'était suffisant pour s'assurer. En revanche, bon, le rocher, donc, c'était un rocher qui n'était pas délité du tout, excessivement compact, mais très abrasif. Et c'est un rocher un peu comme dans les gorges du Taudra au Maroc, mais qui était sculpté par l'eau et pas par le vent, mais qui coupait les mains. Donc le second grimpait avec des gants, mais le premier, c'est difficile de grimper dans ce granit sans s'abîmer les mains. Bon, bref, on a quand même réussi à passer, mais enfin c'était des passages difficiles où il fallait tirer sur ce rocher ciment coupant, c'était compliqué. Alors je me souviens de très belles cannelures, certaines des passages parfois verticaux, et puis à la fin surtout un surplomb. Un vrai surplomb vers l'altitude de 5000 mètres, difficile, où j'ai bataillé, j'ai mis presque 1 heure à passer, et c'était le dernier rempart avant le sommet. Et puis au sommet, on a débouché en plein mauvais temps, enfin parce que de toute façon en Nouvelle-Guinée, le climat est réglé comme du papier à musique depuis des millénaires, c'est-à-dire que à partir de 2 heures de l'après-midi, ça se couvre. Et puis à 3 heures, c'est des trombes d'eau ou de neige qui tombent, suivant l'altitude où on se situe. Et donc on est arrivé trop tard au sommet, on a été pris par le mauvais temps, avec une descente compliquée dans la nuit, la pluie, la tourmente, etc. Bon bref, on a réussi l'aller-retour dans la journée, mais c'était limite, parce que si on avait dû bivouaquer, on était trempés, et je pense que ça serait mal passé. Voilà. Et du coup, c'est une face qui fait combien de mètres de haut alors la face, elle fait 800 mètres de haut, mais il y avait 200 mètres qu'on a pu gravir en solo parce que c'était pas très raide. C'était du 3 sup qu'on a fait pendant 200 mètres. Donc en fait, il y avait finalement 600 mètres de verticalité. Voilà. Et donc, mais comme, bon, finalement, ça allait assez vite parce que l'itinéraire était tout tracé. On a pris une sorte de goulotte qui partait du bas et qui se terminait au sommet. Donc, il n'y avait pas de recherche d'itinéraire. Et puis, le passage était évident. Il fallait continuer à grimper dans ces goulottes jusqu'au passage du surplomb. Donc ça allait assez vite, et puis pour dépitonner ça allait assez vite aussi, puisqu'on mettait très peu de pitons, et c'était tout sur coinceur. Et les coinceurs, on les enlève généralement assez facilement, surtout les gros. Et tu sais si ça a été répété? Alors, je ne sais pas si ça a été répété, ce que je sais, c'est que dans le dernier surplomb, j'ai laissé un piton cassin. J'attends la personne qui reviendra avec ce cassin et qui me dira « Tiens, j'ai retrouvé un piton cassin qui vous appartenait ». Donc, je ne sais pas si ça a été répété. J'avoue que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé depuis 40 ans. Je sais que la guerre a continué. Bon, depuis, je crois même que alors, la guerre a continué, mais ça s'est plus ou moins quand même ouvert à un moment, même si aujourd'hui, il y a à nouveau des tensions. Donc je crois qu'il y a quand même pas mal d'alpinistes qui ont fait le mont Carstens et qui font la voie normale, la voie ouverte par Heinrich Harrer. C'est toi qui m'as dit que tu aurais vu sur internet que les Indonésiens ont même transformé plus ou moins cette voie normale en via ferrata. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il en est, je ne sais pas si il y a des alpinistes qui s'amusent à faire d'autres voies que la voie classique désormais équipée. Je ne sais plus trop ce qui se passe, je dois dire. Hein. Moi simplement je garde la nostalgie de ce merveilleux massif avec ces neiges, ces superbes neiges, ces glaciers, et tout ça dans le pays le plus chaud de la planète. Voilà, c'est ce qui me reste. Et pour tout te dire, je ne sais plus ce qu'il en est de l'histoire, si d'autres premières, certainement d'autres premières ont été ouvertes, je ne sais pas. Voilà.